Bonjour à tous. Merci, je remercie le CIFAL pour l'invitation. Donc, je me présente. Amira Nouasriya, pharmacien hospitalier et chargé de la communication au sein de la SAFO. Aujourd'hui, on va parler du rôle du pharmacien hospitalier durant la pandémie Covid-19. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on soit tous ici présents pour qu'on rende hommage aux pharmaciens hospitaliers qui, pour leur dévouement, leur courage et pour les défis qu'ils ont relevés durant toute cette période et qu'ils relèvent toujours au jour le jour. Donc merci beaucoup et bravo pour ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Alors, pour petite introduction, donc, pour faire un bref de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, ou du moins jusqu'au 5 juillet 2021, donc on a enregistré plus de 142 000 cas d'infection, avec plus de 99 000 guérisons et malheureusement plus de 3 000 décès. Donc, la responsabilité du pharmacien hospitalier a vu son rôle vraiment changer par rapport à ce qui s'est passé avant la pandémie Covid. Donc, il y a eu vraiment transformation sur tous les plans. Donc, on est passé de la gestion pharmaceutique où on se retrouvait uniquement au niveau de la pharmacie hospitalière à gérer les produits pharmaceutiques, à avoir des rôles très importants et capitaux. Donc, dans l'information et le conseil, la promotion de la prévention et le contrôle des infections, assurer la disponibilité et l'utilisation adéquate des produits pharmaceutiques, donc aussi dans la pharmacovigilance et encore dans les réunions de concertation où c'était obligatoire et capital de collaborer avec les autres professionnels de la santé pour une assurance adéquate des services de soins. Donc, pour commencer dans le conseil et l'information, donc le pharmacien hospitalier est aussi un gestionnaire de ressources humaines, donc il a son équipe, donc son rôle dans la sensibilisation de son personnel pour l'utilisation adéquate des équipements de protection, des gestes barrières, de la rationalisation des produits pharmaceutiques, mais aussi dans l'hygiène hospitalière. Donc, dans la promotion de la prévention, donc on a vu deux aspects, l'accentuation sur les mesures préventives et aussi la protection du personnel, en particulier ceux exerçant au niveau de la pharmacie hospitalière, notamment les services. Dans la prévention des mesures préventives, donc il y a eu carrément changement de l'organisation de la pharmacie hospitalière. Donc on a vu changement de flux, changement de mode de dispensation. Il y a eu par exemple des tables de dispensation au lieu qu'on fasse rentrer le personnel des services au niveau des pharmacies. Gestion des bons de commande, par exemple, on les mettait dans des boîtes, dans des box bien précis pour éviter toute source de contamination. Vous le savez déjà, beaucoup de pharmaciens hospitaliers dans le monde ont été contaminés par simple toucher des ordonnances, et ce qui était un risque. Donc il fallait réorganiser tout cela pour éviter justement la contamination du personnel de pharmacie. La mise à disposition des fenêtres de dispensation, donc il y a eu cette barrière qui puisse aussi en même temps sécuriser le personnel pharmaceutique, mais aussi rationaliser les produits de protection, et aussi bien sûr la mise à disposition du gel hydroalcoolique dans les couloirs, dans les services, pour encore optimiser la désinfection. Alors, dans la protection, donc, comme on a dit, donc, en redondance, il y a eu il faut veiller sur le respect des gestes barrières, de l'hygiène hospitalière. Il y a eu réduction d'activité, donc certains hôpitaux se sont vus
uniquement à travailler sur le Covid. Donc il y a eu shutdown de certaines activités de routine, par exemple les services de neurologie ou ceux qui ne nécessitent pas une certaine urgence. Donc il y a eu réduction de ces activités, donc forcément il y a eu réduction du personnel aussi. Et aussi donc le respect sur le port des équipements de protection. Donc aussi, puisqu'il est gestionnaire aussi, il tentait de gérer de façon adéquate et surtout rationnelle des produits, du matériel de protection. Donc, puisqu'il y avait une certaine restriction des budgets de l'importation, donc il devait gérer de façon adéquate, de sorte à ce que, en même temps, le personnel soit protégé, mais aussi qu'il ait cette disponibilité de ces produits-là. Donc aussi assurer la disponibilité des médicaments et les kits de prélèvement pour pouvoir faire les tests de PCR, etc. Et aussi, toujours dans la rationalisation et la mise à disponibilité, la mise en préparation des gels hydroalcooliques. Alors, ça ne marche pas. Alors, troisième point, dans l'utilisation rationnelle des équipements de protection, donc, on a tenté d'appliquer les guidelines de l'OMS qui tentent pour un premier temps, minimiser l'utilisation des équipements de protection par la mise à disposition des fenêtres de dispensation, que ce soit en officine ou encore en hospitalière, pour éviter qu'il y ait le contact direct. Il y a eu aussi, l'usage approprié et rationalisé des équipements de protection. Il y a eu malheureusement une grande pression sur les pharmaciens hospitaliers, sachant qu'il y a eu beaucoup de contamination au niveau des services. En même temps, il y a eu une c'est-à-dire un stock vraiment limité en termes de produits pharmaceutiques, donc ils devaient vraiment faire l'équilibre et du coup on a dû prioriser les services aux dépens des pharmaciens. Parfois les pharmaciens n'avaient même pas de bavette pour eux, mais ils préféraient les dispenser aux services parce qu'ils jugeaient qu'ils étaient plus prioritaires qu'eux. Donc il y a eu aussi pour la protection du pharmacien hospitalier, parce qu'ils ont eu beaucoup de pression par rapport à cela. Donc il y a eu des notes ministérielles qui précisent les types des équipements de protection en fonction du service et en fonction en fonction du fonctionnaire de pharmacie, médical. Donc, par exemple, le médecin qui est en contact direct a ses moyens de protection et le personnel administratif avait aussi ses moyens de protection. Et enfin, donc, il y avait la coordination de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a eu centralisation. D'abord, il y a eu prévision. Donc, on a vu que voilà, tel service travaille sur telle pathologie. Donc, forcément, il y a une priorisation. Ensuite, donc on voit par rapport à la vague, donc toujours dans les prévisions, qu'est-ce qui est nécessaire, combien on peut assurer, etc. Et il y a eu centralisation. Donc tout était centralisé au niveau de la pharmacie centrale, de sorte à ce qu'il y ait aussi rationalisation des produits. Donc c'était à la pharmacie de dispenser elle-même le matériel de protection et veiller à ce qu'il soit directement dispensé à la personne concernée. Et enfin, le contrôle. Donc, on faisait en sorte que tous les produits qui ont été dispensés ont bien été utilisés. Et dans le cas contraire, on sera obligé de restituer pour pouvoir encore rationaliser. Tout ça contribue à l'optimisation de la disponibilité des équipements de protection. On a parlé de la préparation du gel hydroalcoolique. Heureusement qu'il y a eu des guidelines dans ce sens par l'OMS, mais aussi les sociétés savantes, donc de sorte à pouvoir standardiser la préparation et pouvoir faciliter son application. Il y a aussi l'application des bonnes pratiques de préparation hospitalière qui ont été appliquées. Qu'est-ce qu'on a dit aussi ? Donc, aussi, il y a eu changement, donc comme on a dit, il y a eu changement des rôles
il y a eu changement par rapport à la mode de dispensation des produits à usage ambulatoire. Donc, au lieu que ça soit, par exemple, dispensé sur 21 jours, donc on devait prolonger sur 3 mois. Et donc, il y avait certains changements pour éviter le déplacement des patients. Donc, heureusement que c'était réglementé. Il y avait aussi le problème de la disponibilité des médicaments de support, par exemple les corticoïdes qui étaient dans certains cas utilisés. Donc, il fallait quand même travailler pour assurer leur disponibilité en dépit des restrictions de l'importation, etc. Il y a eu introduction de certains médicaments comme l'hydroxychloroquine qui était à dispensation officinale et qui s'est transformé finalement en dispensation hospitalière. Donc on devait non seulement gérer ce qui était quelque part nouveau, mais aussi on devait gérer d'autres produits qui n'étaient pas à la base hospitaliers. Et donc on a parlé des traitements support. Voilà, c'est toujours en application des notes ministérielles. Donc on avait un certain protocole, bien que chaque hôpital avait le sien aussi, avec quelques modifications. Donc on devait faire une concertation avec les médecins pour pouvoir assurer la disponibilité de ces produits. Voilà. Il y a aussi la disponibilité des kits de prélèvement, toujours dans le même sens. Il fallait toujours travailler avec les fournisseurs, avec les différents acteurs pour assurer leur disponibilité. Et aussi la pharmacovigilance, puisqu'on a utilisé de nouveaux protocoles, donc on n'a pas vraiment une idée. Donc il fallait vraiment veiller et tenter de déclarer tout effet indésirable qui était vraiment, que ce soit urgent ou d'ordre non urgent, mais aussi la matériovigilance. Donc on a utilisé des masques de protection qui étaient parfois sujets d'allergie de certains personnels de santé, donc il fallait déclarer cela. Et d'ailleurs, vous allez trouver dans la revue du Centre de pharmacovigilance et matériovigilance les cas déclarés par rapport à cela. Oui, donc la veille pharmaceutique, c'est un point important et qui était quelque part négligé avant la pandémie Covid-19. Donc il y a eu tout le temps périodiquement des réunions de concertation pluridisciplinaire où on parlait, par exemple, on devait introduire certains médicaments, certains protocoles. Donc le pharmacien quand même a vu son rôle dans ce volet-là pour non seulement donner son avis, mais aussi faire en sorte de continuer la chaîne de soins. Et la SAFO dans tout ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la SAFO, donc la SAFO, c'est la première société savante destinée aux pharmaciens hospitaliers et ceux qui travaillent dans l'oncologie aussi. Donc, elle a été créée en 2015, donc elle a déjà plus de 4 ans. Donc, comme je vous ai dit, elle est destinée aux pharmaciens hospitaliers. Son rôle est de promouvoir les pratiques hospitalières et oncologiques pour enfin améliorer la qualité des soins du patient. Donc, on a différents volets. On a la commission des dispositifs médicaux, donc pour travailler sur l'établissement de la nomenclature des produits, standardisation par exemple des modes de dispensation, commission des URCC. Inch'Allah, on verra ça de façon plus développée, Inch'Allah, dans les prochains mois à venir. Par exemple, la commission pharmacoéconomique, comme on a parlé de rationalisation, quels sont les outils adéquats à utiliser, à exploiter pour pouvoir assurer cette rationalisation. Donc forcément, il faut avoir des notions en pharmacoéconomie. C'est justement le rôle de cette commission. Commission de recherche et rédaction scientifique. Donc son but, c'est de pouvoir promouvoir ou booster les pharmaciens hospitaliers à publier des recherches et des études qui sont d'ordre important pour pouvoir avancer dans les recherches en Algérie. Et enfin, la commission réglementaire, donc, qui a pour but de extrapoler ce qui est texté sur les lois
pour faire en sorte un pont d'application aux pharmaciens hospitaliers. Donc les aider à pouvoir appliquer ce qui est sur papier, sur terrain. Donc d'ailleurs, on l'a fait pour la pandémie. Donc tout ce qui a été fait pour l'OMS, la FIP, etc., on a tenté de l'extrapoler sur terrain et on a fait des guidelines en collaboration avec d'autres sociétés savantes. D'ailleurs, actuellement, puisqu'il y a eu la loi des psychotropes, donc on est en train de faire un guideline pour aider les pharmaciens hospitaliers à pouvoir appliquer en temps réel cette loi destinée aux hospitaliers. Donc, par rapport au Covid aussi, on a parlé du rôle du pharmacien, on a parlé des concertations, des activités de Covid, mais personne n'a parlé du risque d'exposition du pharmacien hospitalier dans son activité quotidienne. Et donc, nous, en tant que SAFO, on a tenté de mettre un peu de lumière sur ce volet et on a mené pour cela une enquête d'évaluation via un questionnaire qu'on a disposé en ligne afin d'évaluer les pratiques individuelles des pharmaciens hospitaliers et examiner l'aspect organisationnel qu'on a vu avant. Est-ce qu'il est vraiment appliqué sur terrain? Est-ce que vraiment on applique ce qui est dit au niveau des guidelines, au niveau des textes de la santé, etc. Et enfin, avoir une estimation sur le degré de connaissance du personnel pharmaceutique quant aux mesures barrières. Donc, comme je vous ai dit, l'étude qu'on a réalisée avec mon binôme ici présent, donc on a fait un questionnaire en ligne, donc, sur lequel, qui était destiné aux pharmaciens hospitaliers. Donc on a eu près de 147 réponses, si je ne me trompe pas, où il y avait 34, attendez, pardon, voilà. Donc pour résumer juste le questionnaire comportait 50 questions qui étaient réparties sur 3 sections. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'évaluation de la protection individuelle, la gestion organisationnelle de la pharmacie et la formation et la protection du personnel. Donc il était destiné à tous les pharmaciens algériens. Et on a pris en compte, les questions étaient inspirées des guidelines de l'OMS, de la Fédération internationale de pharmacie, mais aussi des textes du ministère de la Santé. Donc pour pour les réponses, donc on a eu 136 réponses, réparties sur pharmacie centrale et pharmacie de service, naturellement, puisqu'il y a eu répartition des pharmaciens hospitaliers. Il y en a qui travaillent au niveau des services, il y en a qui travaillent au niveau de la pharmacie centrale. Donc, répartis sur 34 wilayas sur 48, c'était quand même assez représentatif, et dont 28% étaient issus de l'EPH. Quand on a fait une analyse sur SPSS, donc on a obtenu une courbe gaussienne qui nous permet de faire une analyse de loi normale. Les résultats par rapport à la première section, donc on a évalué quel type de masque ils utilisent et on a vu que la plupart utilisent le masque chirurgical, mais quand même on a vu que certains pharmaciens n'utilisaient pas non plus du tout. Donc soit c'est dû à un choix personnel, ou encore si, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un problème de disponibilité des produits. Donc les pharmaciens étaient parfois contraints de donner au service aux dépens d'eux. Mais c'est quand même très peu. Alors, on a parlé aussi, donc ça c'était des mesures obligatoires, qu'on a jugées obligatoires. Donc le port du masque était obligatoire, mais aussi des mesures supplémentaires. Donc les mesures supplémentaires, par exemple la mise d'un écran facial, l'utilisation des gants, les lunettes de protection, les surblouses. Est-ce que ces pharmaciens-là utilisaient les moyens qui sont déjà à leur disponibilité? Et on a vu plus de 70% n'utilisaient aucun moyen supplémentaire. Donc vous voyez que tous les produits qui étaient à leur disposition les dispensaient au niveau des services. Ils ne les utilisaient pas. Pour la gestion organisationnelle, donc tout à l'heure on a parlé de flux, de la mise à disposition du gel hydroalcoolique, le flux qui rentre dans les mesures de sécurité, mais aussi la désinfection de la pharmacie qui était un point important
qui était toujours cité dans les guidelines. Donc, est-ce qu'il est vraiment appliqué? Donc, on a fait un scoring selon les questions qui comprenaient ces mesures-là. Donc, on a remarqué que 58% étaient peu respectés. Et ça, c'est critique. Et ça peut impacter quelque part leur contamination. Dans la troisième section qui concernait la formation et la protection du personnel, donc quelle était la source d'information quant aux activités Covid? Est-ce qu'il y avait présence ou pas d'une formation continue? Est-ce que l'assurance était présente, l'assurance des moyens de protection? Et enfin, le système d'alternance dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'on a parlé de réduction d'activité. Donc forcément, il y a eu réduction du personnel, ou pas. Et donc la réduction des activités. Donc, selon la source d'information, donc on a constaté que la principale source d'information était les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une source fiable? Je ne sais pas. Bon. Et quand même, il y a eu un bon pourcentage où les pharmaciens hospitaliers se référaient aux guidelines de l'OMS ou encore des sociétés savantes, surtout étrangères. Quant à la formation, donc malheureusement, on a constaté que seulement 40% étaient formés au niveau de l'hôpital. Donc quand on parle de formation, ça veut dire que ce soit l'administration de l'hôpital ou encore les comités chargés de cela. Donc on a vu que c'était quand même très bas pour une assurance d'activité. Le deuxième volet où il y a eu assurance des moyens, donc ça va, c'était presque à 64%. La présence du roulement l'était aussi, donc forcément il y a eu réduction du personnel et la réduction par contre d'activité qui était réduite. Donc on constate qu'il y a un déséquilibre dans ce sens, en même temps réduction du personnel, mais il n'y a pas eu réduction d'activité concrètement parlant. Donc le pharmacien hospitalier travaillait vraiment à cheval pour assurer ses fonctions. En conclusion, donc, le pharmacien hospitalier, ce soldat de guerre que je juge, dans la gestion de la crise Covid-19, il a pu relever et ne cesse de faire des défis majeurs en tant que dans ses fonctions, mais aussi dans la prévention. Cette crise a mis en avant l'importance de la collaboration active entre les professionnels de santé et pour une maîtrise optimale de la veille pharmaceutique, et la nécessité de veiller sur l'application des mesures préventives contribue fortement à la réduction du risque d'infection du personnel pharmaceutique. Et enfin, la formation continue au sein des structures hospitalières est à prendre en compte pour la sensibilisation du personnel. Voilà, et je vous remercie.